Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, commenter, partager, à vous abonner. C'est très précieux pour la chaîne. Mille merci et très bonne entrevue. Hello papi, mais que passe ça? J'entends des mailles à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est petit peu? Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais? Je pourrais te ficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. Ouh, je suis tata catin, dja dja, Jean. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Össaf Reisinger. Alors comme vous le voyez, nous ne sommes pas dans mon bureau, dans mon studio habituel, mais dans la montagne, quelque part en Suisse, avec notre ami Össaf Reisinger. Et nous allons aborder cet ouvrage, Animalia. Donc c'est un ouvrage très intéressant qui est à mi-chemin entre Le meilleur des mondes de Huxley et 1984 de Orwell, sauf qu'il se déroule dans la jungle et évidemment il retrace l'arnaque du rhume 21, je crois que nous pouvons le dire, en tout cas c'est ce que l'on comprend lorsque l'on lit Össaf Reisinger. Mais tout d'abord évidemment, cher Össaf Reisinger, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être venu. Alors peut-être première question, on va évidemment traiter plutôt d'actualité dans un premier temps. Il y a eu les JO récemment, et surtout la cérémonie. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette cérémonie? Qu'est-ce qu'il en ressort selon vous? Aussi par rapport en lien à votre ouvrage, est-ce qu'il y a des parallèles à faire? Oh, c'est une vraie soirée de Walpurgis, donc on a à peu près toutes les sorcières du Septentrion qui sont réunies pour fêter la fête de la décadence et de l'apocalypse. Donc je crois que c'est un peu l'illustration d'une société en déclin. Le progressisme étant par définition devenu, au fil des temps, on voit ce qu'il prône, donc euthanasie, avortement, drogue, etc., etc. Enfin bref, c'est une sorte de culture de la mort. Et là, on célèbre cette culture de la mort. Donc moi, j'y ai pas vu un espoir pour un avenir axé sur le principe de vie. Et puis surtout, l'absence complète de spiritualité. Donc on est là dans une sorte de sauce mal digérée par la globalisation. C'est une sorte de rejet. Comme le bébé là, qui fait ses petits rejets, là c'est le rôle de la globalisation qui a déferlé sur la Seine, qui n'avait pas besoin de ça pour être pollué. Bon, c'est plutôt affligeant, parce qu'en plus, ça a été très clairement communiqué au départ par l'architecte, on appelle ça un architecte, du projet, qui a dit nous n'allons pas célébrer l'identité, nous allons célébrer finalement un projet politique. Alors moi j'ai cru que les Jeux Olympiques c'était pour rapprocher les peuples, que c'était apolitique, qu'on mettait tout ça de côté, qu'on faisait une grande fête dans le plus pur esprit de ce que furent les Jeux Olympiques de la Grèce antique. Non, 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 pas du tout. Là il y a un projet politique. Donc tous ceux qui sont peut-être éventuellement pas d'accord avec ça, par définition sont exclus. Parce que moi, regarder ça, ça va un moment, puis j'ai envie de gerber, donc j'arrête. Donc je suis exclu quelque part. Ensuite, on voit qu'il y a de toute manière une exclusion, déjà ne serait-ce que des sportifs russes, donc il y a du manichéisme, les gentils, les méchants, donc les gentils se réunissent pour fêter, le méchant est exclu. Qui c'est qui décrète qui est méchant, qui est gentil? On peut en discuter longuement. Donc on n'est plus du tout, mais plus du tout dans l'esprit de ce que devrait être une fête des Jeux Olympiques, une cérémonie d'ouverture qui devrait mettre en plus en scène les sportifs. Et là, on a surtout vu des gens qui n'ont rien à voir avec le sport. Je ne comprends pas. Mais vous dites qu'il n'y a pas de spiritualité, mais vous ne trouvez pas justement au contraire que c'est extrêmement spirituel au niveau... Certains ont parlé de rituels sataniques, notamment il y avait cette fameuse image de la scène, enfin, blasphématoire, hein, avec différentes drag queens, etc. N'est-ce pas plutôt la parfaite démonstration que nous sommes dans un monde qui de plus en plus se tourne vers l'antichristianisme? C'est leur faire trop d'honneur, parce que le diable a une caractéristique, c'est qu'il est intelligent et rusé. Là, non. C'est juste, je crois, une immense, une incommensurable stupidité, une superficialité complète. C'est des formes vides qui se célèbrent elles-mêmes
Alors on peut dire que quelque part là derrière le diable amène à ça, je veux bien, mais je vois même, c'est tellement ridicule que non, je vois même pas tellement le diable là-dedans, ça sent même pas le soufre tellement c'est con. Alors peut-être pour revenir à l'ouvrage, pourquoi cet ouvrage? Et peut-être comment est-ce que vous avez vécu la période du Rhume 21? On va l'appeler comme ça pour éviter de... Bon, bah, cet ouvrage, c'est en fait exactement l'anti-Jeux Olympiques Paris. Je veux dire, en reflet le contraire assumé de tout ce qui a été célébré là et qui est en train de démolir notre civilisation. C'est ça qui m'a donné dit. La fameuse déclaration de Josep Borrell, ci-devant ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, entre guillemets, qui avait dit le monde est une jungle et l'Occident est un jardin. Alors là, je me suis dit, non, attends, alors on va essayer l'exercice, on va tenter de transformer la jungle en jardin, selon le concept du World Economic Forum, le bon Papa Klaus et puis le Borrell, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, bah oui, c'est pas devenu un jardin, c'est devenu une nature morte. Donc voilà ce qu'on a réussi à créer, on crée un désert. En tout cas un désert au niveau de la spiritualité, au niveau de l'âme, du monde, c'est un désert, c'est clair. Et j'ai voulu montrer dans une première partie du livre justement cette dégénérescence, et puis ensuite, étant donné que je suis un être positif, j'ai quand même voulu montrer est-ce qu'il y a une possibilité de s'extraire de cette spirale, ce cercle vicieux qui nous amène toujours plus bas dans le nivellement, c'est de plus en plus au ras des pâquerettes. Est-ce qu'il y a une possibilité de s'en sortir? Alors la première partie, elle est collective parce que la déchéance est toujours collective. C'est les masses qui sont idiotes, ce n'est pas les individus. L'individu pris à part, il a une tête, il peut réfléchir, il est ouvert à la discussion. Dès qu'il est en masse, il devient idiot. C'est un cumul de stupidité. On l'a vu en 1933, on l'a vu dans d'autres phénomènes. Sauf si c'est pour jouer une symphonie de Beethoven ou du Bach, etc. Parce que là, vous avez l'art qui va dompter le chaos inhérent à la foule. La foule est tout à coup au service de quelque chose d'autre, qui l'élève. Et là, on peut, au niveau de la foule, avoir quelque chose de noble qui émerge. Mais sinon, la foule, je veux dire, il y a qu'à voir les supporters de football, c'est pas toujours joli à voir. Et puis, en tout cas, les rassemblements, par exemple, quand vous avez la gauche française qui dit que si le Rassemblement national a la majorité aux élections, ils vont tout casser au nom de la démocratie. Donc, je veux dire, là, on voit la stupidité. Donc, non, mais t'es démocrate, t'acceptes le vote démocratique qui a eu lieu, et tu veux tout casser au nom de la démocratie. Donc, tu utilises un moyen qui est absolument antidémocratique pour sauver la démocratie. Là, il faut déjà réussir l'exercice, donc ça, c'est assez fabuleux. Bon, donc, la déchéance, la première partie, on descend, on touche le fond, et ensuite apparaissent des individus, des êtres humains dans leur fragilité. Ils sont les 4 handicapés d'une certaine manière, mais paradoxalement, ce sera les handicaps qui leur permettent de franchir les écueils vers le but qu'ils se sont fixés. Donc, notre fragilité, la maladie, la souffrance, la mort, etc., ce sont des éléments qui nous rendent humains, et c'est ça qui est notre grande force. C'est cette humanité, et cet être, cette âme, ce Tao, ce Chi, je ne sais pas comment on veut l'appeler, qui nous habite, cette étincelle divine, ce fragment d'éternité. Et il se révèle justement à travers ce destin commun que nous avons et qui est inéluctable de la souffrance, de la vieillesse et de la mort. Et c'était le fameux constat de Bouddha aussi, n'est-ce pas? Donc on est arrivé à ça. Et puis la deuxième question, c'est le Rhume 21. Ben, le Rhume 21 a contribué, donc on avait cette phrase de Borrell, et puis après il y a le Rhume 21, où je m'aperçois que le texte programmatique de Klaus Schwab, Rhume 21 de Great Reset, devient le point de départ de son programme politique qui ressemble singulièrement à Brave New World d'Aldous Huxley. C'est du Brave New World 2.0. Donc, il dit que ce Rhume 21, c'est justement, ça fait partie quelque part, c'est le point de départ, la pierre angulaire
d'un chamboulement complet de la société pour créer l'homme nouveau et créer une société où tu ne posséderas plus rien, tu seras heureux, etc., etc., tout le reste, quoi. Donc là, ça devient très suspect. Donc si vous faut partir d'une catastrophe de ce type-là, dont on s'aperçoit maintenant de plus en plus qu'elle a été orchestrée de A à Z, et où finalement il y a des forces relativement invisibles qui ont financé, qui ont poussé tout ça, et que les politiques n'ont été que les larbins d'une volonté qui les dépasse. Et c'est maintenant sorti avec les documents Robert Koch en Allemagne. Ils les ont sortis maintenant non caviardés. C'est ahurissant. On s'aperçoit qu'en fait, les décisions n'étaient absolument pas médicales. Tout ce qui concernait l'isolation des gens, les masques, etc., toutes ces mesures liberticides qu'ils avaient prises en remettant en question les droits fondamentaux étaient issues d'une volonté politique et pas du tout issu d'un souci médical. Mais ça change tout. Ça montre qu'on a fait une tentative, là, une première tentative, et je suis convaincu que d'autres suivront. Ce n'est que le début d'un processus. Le grain de sable dans la grande mécanique, ça pourrait éventuellement être la guerre d'Ukraine qui va à tel point rendre exsangues les pays occidentaux qu'à un certain moment, quand tout le monde sera dans la M, on se souciera plutôt d'essayer d'arriver de boucler ses fins de mois que de vouloir créer l'homme nouveau, quoi. Donc, comme je dis toujours, les gens qui ont peur de la fin du mois sont plus nombreux que ceux qui ont peur de la fin du monde. Donc, ça, c'est ce qui nous pend au nez. Et je pense que la guerre d'Ukraine, là, ça, c'est la guerre de trop de l'OTAN, la guerre de trop des Américains. Celle-là, je crois que là, ils ont pris une mesure trop. Ils ont complètement sous-estimé l'adversaire. Ils ont cru qu'ils avaient de nouveau affaire à une sorte de guerre asymétrique comme contre l'Irak, la Syrie, la Libye, etc. Mais déjà en Syrie, l'avertisseur était clair. Ils n'ont pas réussi à basculer Bachir el-Assad. Donc déjà là, pour la première fois, l'OTAN n'avait plus la maîtrise des airs. Ils craignaient le système anti-aérien que les Russes avaient livré aux Syriens. Donc c'était déjà le premier signal, dès que tu perds la maîtrise des airs, attention, ça devient dangereux. Puis alors là, s'attaquer directement, frontalement de cette manière, enfin frontalement, c'est clair, par Ukraine interposée, mais on voit qui est derrière et qui livre, hein. S'attaquer carrément au gros morceau qu'est la Russie, pour s'accaparer évidemment les matières premières qui manquent cruellement à l'Occident, et puis ensuite pouvoir se retourner contre la Chine. On a provoqué quoi? L'alliance de la Chine et de la Russie. Et le problème, on avait un problème, maintenant on a un problème qui a été magnifié fois 10, quoi. Donc, parce que ça, c'est pas demain que ces deux-là vont se désunir. Pourquoi? Parce qu'ils se tiennent par la barbichette. Donc l'un sait que si l'autre tombe, lui il tombe tout de suite derrière. Donc ils vont se tenir jusqu'au bout, hein, ça c'est garanti. Donc cette alliance créée, peut-être involontairement, je ne sais pas, ou par bêtise, par l'Occident, par l'OTAN, par les Américains, cette alliance-là, c'est tout simplement trop fort pour être vaincu. Moi, je ne vois pas comment on pourrait vaincre cette incroyable puissance économique et militaire que ça représente. Donc, en voulant, les Américains, ils avaient toujours cette phobie que les Allemands s'entendent avec les Russes, puis que ça crée ce grand espace eurasien, là, entre l'Europe, entre l'Oural et l'Atlantique, un espace qui aurait été un espace économique formidable, le premier espace économique du monde. Les Américains voulaient absolument empêcher ça. Ce qu'ils ont créé, en voulant empêcher un moindre mal, ils ont créé un mal beaucoup plus grand, une adversité beaucoup plus formidable. Ils sont complètement idiots. Donc tous les buts qu'ils s'étaient fixés, qu'on trouve chez Brzezinski dans le Grand Échiquier, tous ces buts ont lamentablement échoué. Parce que là, actuellement, je vois mal les Ukrainiens arriver à reprendre l'initiative. C'est comme les Allemands en 1943 après Koursk. Après la bataille de Koursk, c'était fini, ils n'avaient plus jamais l'initiative. Bon, alors il y a beaucoup de choses. Mon premier point pour revenir sur l'ouvrage, ensuite on parlera de ça. Selon vous, les masses sont-elles coupables de ce qui leur arrive? Ou, d'une certaine manière, parce que là vous parliez du fait que les individus sont intelligents, mais les masses plutôt dépourvues d'intelligence. Donc évidemment, comme ça a été le cas, ces mouvements de foule, la propagande, ça pousse à la bêtise. Alors est-ce que les masses sont-elles exemptes de responsabilité ou pas? Puis pour revenir au cas de l'Ukraine, ça fait déjà quand même depuis 2014 qu'il y a des tensions, etc. Mais le but n'est-il pas autre part? Par exemple, ce qu'on voit, ce que moi je constate, c'est que ce sont des chrétiens qui sont massacrés. La finalité, c'est une boucherie.
Donc là, on pourrait aussi y voir une finalité qui se passe plutôt bien pour les deux parties, si on considère que la finalité, c'est la boucherie de chrétiens solides, comme ça a été pu être dit, des Slaves. Alors peut-être pour ces deux questions, masse, individu, et puis évidemment la finalité comme destruction de chrétiens. Il y a trois aspects que j'aimerais traiter. D'abord, c'est la bêtise. Alors on est passé, comme d'ailleurs l'économie est passée à un stade où on ne produit plus des produits en fonction de la demande et du besoin réel des gens. On crée médiatiquement, par la publicité, par la manipulation, des besoins pour pouvoir vendre le produit adapté aux besoins qu'on a créés. En politique, vous avez exactement la même chose. Donc à un certain moment, vous n'allez plus faire une politique pour les problèmes réels des gens en essayant de sonder qu'est-ce que les gens ils aimeraient. Non, vous allez formater les gens pour qu'ils soient réceptifs à la politique que vous allez leur imposer. C'est-à-dire vous allez les rééduquer. C'est un peu, d'ailleurs, l'ouverture des Jeux Olympiques, ça fait partie de cet exercice de rééducation. Vous rééduquez ces gens-là à une idéologie, et ensuite, vous leur servez cette idéologie, mais vous les avez d'abord rééduqués pour qu'ils soient réceptifs. Parce que s'ils ont leur libre arbitre et leur tête qui fonctionne, jamais ils avaleront les sornettes que vous allez leur faire avaler. Et où est-ce que ça se passe? Et c'est là que ça devient dramatique, ça se passe à l'école. Ça commence avec les enfants, où on commence de plus en plus maintenant à baisser le niveau scolaire de manière dramatique. C'est de plus en plus au ras des pâquerettes, on ne fait plus les grands classiques, on élimine tout ce qui pourrait être sélectif au nom de l'égalité. Et en fait, vous obtenez à travers cela une beaucoup plus grande inégalité entre des élites qui, elles, peuvent se payer des écoles privées, et puis la grande masse qui, elle, va s'abêtir complètement dans les écoles publiques. En France, c'est en tous les cas très très fort. Donc, vous formatez la masse, alors on est un pas plus loin. Dès le moment où vous n'avez plus qu'une bande d'idiots mal éduqués, moitié shootés, oh, wow, vous faites ce que vous voulez. Je veux dire, vous n'avez même plus besoin de leur offrir du pain et des jeux. Donc ils sont tellement abachis que même ce principe-là n'est plus nécessaire. Donc voilà un peu le premier. Le deuxième, c'est la création d'un ennemi. Donc il faut une image contre laquelle vous pouvez diriger la frustration d'un public que vous avez manipulé, que vous avez appauvri, qui se trouve désespéré. Et ce public va toujours chercher un coupable, un responsable de ce qui lui est arrivé. Et alors là, actuellement, c'est les Russes. Donc le méchant russe, voilà, c'est l'ennemi parfait. Donc toutes les énergies négatives sont canalisées vers ce méchant. Je suis par contre quand même pas aussi pessimiste à ce niveau-là, parce que je m'aperçois que dans pas mal de pays maintenant, si on prend les sondages, il y a de plus en plus de gens qui commencent à se dire « mais attends, le narratif là est complètement erroné. En fait, les causes de la guerre ne sont pas celles qu'on nous a dit. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, etc. On nous raconte des conneries, on nous dit que les Russes, c'est une bande d'alcooliques, etc. Mais on s'aperçoit qu'ils sont sacrément efficaces et puis qu'ils ont des armes de haute technologie. En fait, en 2 ans, 2 ans et demi, l'armée russe est devenue la première armée du monde. Alors qu'elle était une armée très quelconque au départ. Et puis ils n'avaient que 100 000 bonhommes juste pour pousser les Ukrainiens à accepter un accord de paix. Au début, on aurait pu le faire s'il n'y avait pas eu l'intervention des Américains, du Britannique, là, Boris Johnson, ça se faisait. Et là, maintenant, c'est une boucherie. Mais on a tout à coup un adversaire qui, tous les jours, se renforce, est plus formidable en face, et on est en train de se rendre exsangue nous-mêmes. Donc, mais c'est ce fonctionnement de l'ennemi, du mal absolu que l'on combat au nom du bien. Et alors, quand on nous sert la clique de Kiev comme étant le bien, les bandéristes sont le bien, Ursula von der Leyen, c'est le bien, alors si c'est ça le bien, moi je préfère être du côté du mal. Alors je vous dis tout de suite, c'est comme certains quand ils me disent qu'ils espèrent aller au paradis, moi je préfère aller en enfer, j'évite de les rencontrer. Donc c'est exactement le même mécanisme. Donc ça, c'est le deuxième point. Bon, après là, c'est notre désaccord sur la Russie et l'Ukraine, parce que moi vois une dialectique hégélienne entre thèse, antithèse, synthèse. Il est vrai que ce sont, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que vous avez en Ukraine, il y a la Galicie qui était... avant la Première Guerre mondiale, faisait partie de l'Austro-Hongrie, c'est une sorte de... Puis la Galicie, tout ça, c'est plutôt ancré dans l'Occident catholique.
Et puis vous avez la partie est qui est plutôt slave et orthodoxe, mais c'est quand même 2 populations chrétiennes, blanches chrétiennes, oui, qui se sont en train de se massacrer. Pour des intérêts Pour des intérêts qui sont tout autres que les intérêts de l'Ukraine, parce que l'Ukraine, elle est déjà vendue complètement, donc ce pays est complètement bradé. Donc même, quelle que soit l'issue de cette guerre, le premier perdant, ce sera l'Ukraine elle-même, ce sera tous ces jeunes qu'on a sacrifiés. Le deuxième perdant, ce sera l'Europe. Et puis éventuellement après les Américains. Mais je ne vois pas dans les perdants, je ne vois pas les Russes actuellement. Parce qu'ils se sont installés dans la durée. C'est toujours le principe de Koutouzov en 1812. Le maréchal Koutouzov, il disait, non mais attendez, laissez l'ennemi s'autodétruire. Ne surréagissez pas. Faites juste ce qu'il faut pour mettre la pression, tout le temps la pression, tout le temps la pression. Mais jamais vous placez en bataille rangée. Ils se sont placés en bataille rangée à Borodino, ce qui a été une erreur. Ils ont perdu 40% de leur effectif, les Russes, ce jour-là. Et les Français, en bataille rangée, pendant toute la campagne de Russie, n'ont pas perdu une bataille. En bataille rangée. Et à force d'avoir que des batailles victorieuses, ils ont été usés par l'espace et le temps. Et les Russes sont de nouveau en train de nous jouer l'espace et le temps. Ils ont de l'espace et ils ont du temps. Et l'énormité de l'espace, c'est ce qui justement leur donne une conception du temps qui est différente de la nôtre. Nous, il faut tout que ça se passe rapidement, des offensives rapides, des coups de... Non. Eux, ils ont le temps. On grignote. Grind down, comme ils disent en anglais. We grind down. C'est, comme il dit Mercouris, offensive attrition, une attrition offensive. Donc, vous allez vraiment user l'adversaire jusqu'à la trogne. Et on est assez proche, moi, je pense, du point de bascule. On n'est pas très loin. Alors maintenant, on va aborder un autre point qui est aussi très intéressant. C'est la question des minorités-majorités de la démocratie. Alors, ça c'est l'exemple que je donne souvent, parce qu'on se connaît en dehors de la vidéo. Alors, vous avez été l'homme qui s'est opposé aux minarets. Grâce à la démocratie, grâce à la majorité, il n'y a pas eu de minaret. Victoire mondiale. En tout cas, vous étiez le méchant loup. Et la victoire a quand même été mondiale. Le peuple suisse islamophobe, on se souvient de Cohn-Bendit qui avait dit qu'il fallait revoter. Oui. Parce qu'évidemment, nous sommes bêtes, on vote mal. Donc il faut revoter. Alors, première question, êtes-vous toujours aussi démocrate qu'à l'époque? Est-ce que votre vision a changé depuis le RUM 21? Parce que, voilà, moi je fus partisan d'Oskar Freisinger dans ma jeunesse, comme étant l'homme fort, évidemment, plutôt favorable à la démocratie, mais je me rends compte que la démocratie est non plus une arnaque, malheureusement. Et la preuve en est, c'est que vous n'êtes plus au Parlement, puisqu'évidemment, on met toujours en avant le plus mauvais. Je crois que c'est aussi le principe de nos démocraties. Alors là, je vais vous citer, à la page 43, « Lors de cette transhumance nocturne, un représentant très rare de la minorité discriminée des Hirolas et un moustique tigre, difficile à discriminer en raison de sa prolifération planétaire massive, échangèrent quelques propos édifiants. Sache que je combattis à ton destin peu enviable d'animal minoritaire menacé d'extinction, dit le moustique à l'Hirola. La minorité ne se définit pas par son faible nombre, mais par la souffrance qu'elle endure, répondit celui-ci d'un air plus abattu qu'un trophée de chasse. Tout mon respect pour ce que toi et les tiens endurez, mais je ne vois pas pourquoi la majorité ne pourrait pas être en souffrance. Parce que la majorité se définit par le nombre. Mais c'est parfaitement discriminatoire. Impossible. Sans souffrance, il ne peut y avoir de discrimination. N'ayant aucune pratique de syllogisme, le moustique tigre fit remarquer qu'un nombre important de faibles était souvent dominé par un faible nombre de forts. Pas en démocratie, où le nombre fait la majorité et à travers elle la force. Et si c'est le cas, c'est donc bien le nombre inférieur qui définit la minorité, et non pas sa souffrance. Sa souffrance vient de sa faiblesse de minoritaire. En tournant rond, là, fit le moustique excédé. C'est à cause de tes oxymores qui n'existent pas dans la réalité. Bien sûr qu'ils existent. Il peut y avoir des faibles majorités et de fortes minorités. Que nenni! Il n'y a que des gagnants ou des perdants. And the winner takes it all. Le moustique jura que l'on n'y prendrait plus à discuter qu'un minoritaire. Il ne pouvait savoir alors que l'ère des minorités de tout poil venait juste de commencer. En effet, les bêtes réalisèrent qu'en fonction des critères appliqués, toute catégorie animale pouvait se considérer comme minoritaire et discriminée. De plus, il y a des minorités à l'intérieur de minorités minorisées
à l'intérieur d'autres minorités. C'était assez complexe. Afin de transcender ce problème et mettre tout le monde d'accord, on formula le nouvel évangile de la transbestialité. À partir de là, tout se transforma radicalement sous mon arbre généachronique. Un parti transgastro, transclan, transrace, transgenre, transfrontalier, transpire et transport, avec un C à la fin, du nom d'Érection en marche, vit le jour dont les membres, en transe, firent vœu de se mettre au garde à vous devant les directives bandantes décidées par un comité de salut public qui prit la place du traditionnel conseil des anciens dont les membres furent jugés trop vieux, trop pâles et trop mous, du vie pour rester aux commandes. La première décision que prit ce comité de salut public, au nom du salut public, fut d'interdire toute réunion associative animale. Étant donné que le nouveau parti des trans quelque chose n'était pas pensé à faire figurer le terme transgression dans la liste de ses buts, il cite bêtement. Alors ça c'est un passage parmi tant d'autres qui évidemment dénonce différents sujets, on va en aborder d'autres après, mais peut-être sur sa minorité-majorité, est-ce que votre vision de la démocratie a changé entre peut-être l'idéal que vous aviez il y a 30 ans et puis peut-être l'expérience et l'Eurum 21 qui a, je pense, totalement peut-être détérioré cette image? Il y a une perversion de l'idée démocratique de base. Alexis de Tocqueville l'exprime déjà dans de la démocratie en Amérique, où il dit, à un certain moment, le danger qui pend au nez de la démocratie, c'est qu'on veut à tel point arriver à un égalitarisme qu'on va le faire au détriment de la liberté, logiquement. Donc, au fond, si vous voulez maintenir la démocratie, vous êtes obligé d'avoir aux commandes un parti de droite et une opposition de gauche. Dès que c'est inversé, la démocratie est morte. Parce que la gauche va privilégier absolument l'égalité au détriment de la liberté. Donc c'est plus de la démocratie. Alors que les partis de droite ont quand même une tendance encore, je dirais ceux qui sont encore droite crédibles, qui sont à droite, vraiment à droite, pas ces centres mous dont on ne sait pas ce qui se veut, qui ne sait pas lui-même d'ailleurs. Mais si vous êtes à droite, vous allez privilégier quand même encore les droits individuels, la propriété privée, tous ces éléments qui donnent une certaine autonomie aux citoyens dans l'exercice démocratique, et vous allez vous tenir à l'exercice démocratique. Je vous donne un exemple concret de ce qui vient de se passer en France. Vous avez donc la gauche qui dit, si le Rassemblement national a la majorité, on va faire des manifestations et des grèves dans tout le pays, on va tout casser, ça va être la révolution et on va tout briquer. D'accord. Ça a été la gauche qui a eu la majorité et le Rassemblement national a fini troisième. Est-ce qu'on a vu les gens de droite tout casser, faire une révolution, tout briquer, s'opposer aux principes démocratiques? Non. Au troisième au niveau des députés, au niveau oui, non, des mais on voix, sait qu'au niveau des voix, c'est le premier parti. Oui, mais on leur a pris, je veux dire, on leur a confisqué leur victoire. C'est pas par un système de majoritaire à deux tours, etc. On a bien compris comment ça fonctionne. Triangulaire, pardon. Mais ils ont été privés de leur victoire. C'est le premier parti de France, mais ça ne sert à rien. Mais moi, c'était juste ce principe-là. Donc, la droite, elle a su se tenir. Ma foi, bon, on a perdu, même si c'était injuste, parfaitement injuste. Ils continuent à jouer le jeu démocratique. La gauche, jamais de la vie. Jamais de la vie. D'ailleurs, je vous donne d'autres exemples dans l'histoire. Les dictatures de gauche, elles ont toujours duré plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Et puis, ça s'est toujours, il y a eu beaucoup de bains de sang là-dedans pour arriver enfin à s'en libérer. Si vous prenez une fois que, je prends un exemple, Franco, alors on peut lui reprocher beaucoup de choses, on peut dire, ok, donc après on peut trouver que les républicains étaient plus sympathiques avec les communistes et le POUM, etc., puis lui, non. Mais à la fin, il a, lui, avec le roi Juan Carlos, préparé la transition démocratique de cette dictature qu'il avait installée à un système libéral, démocratique, tel que l'Espagne l'a connu ensuite. Donc c'est lui qui a posé les jalons pour qu'après lui, il n'y ait pas une continuation de la dictature. Je veux dire, cet aspect-là n'est jamais relevé par les commentateurs. Alors, je ne veux pas maintenant excuser les crimes qui ont été commis, tout ça. C'est pas tout ça, mais je dis juste cet acte a quand même eu lieu. Et ça, une dictature de gauche ne le fera jamais. Ça, jamais. Bon, pour moi, toutes les dictatures sont de gauche.
Ouais, on peut bon, citer oui, le national-socialiste est beaucoup plus socialiste que national. La massification. Vous avez plus d'individualisme à droite et plus de collectivisme à gauche. C'est logique, c'est inhérent même. Pourquoi? Parce que la gauche, en fait, sur le rétendard liberté, égalité, fraternité, c'est faux. C'est égalité. Et puis ça, pour eux, c'est la fraternité. Mais la liberté, c'est juste pour faire bien dans le paysage. Parce que vous ne pouvez pas réaliser cet oxymore et vouloir la liberté et l'égalité en même temps. C'est pas possible. Et alors, comment on a atomisé maintenant notre démocratie? Parce qu'elle a été atomisée. Et ça, peut-être que... je ne sais pas, je ne crois pas que Alexis de Tocqueville imaginait la chose allant aussi loin. C'est-à-dire qu'on est dans une subjectivité totale. On n'est plus dans le subjectif. D'ailleurs, la scène que vous avez lue, l'animal, il dit, mais c'est un ressenti d'injustice et une souffrance, c'est ma subjectivité qui va me déterminer comme victime. Je me sens victime. Et donc, je vais prendre l'État en otage, et dès le moment où l'État veut créer une égalité, eh ben, il va essayer de contenter LGBTQ+++, pas bon, tout ce qui suit, je sais pas tout ce qu'il y a. Ah, c'est une longue... Et puis ça va s'augmenter, cette liste, elle est infinie. Mais ce qu'on n'a pas réalisé, c'est qu'à un certain moment, vous allez vous retrouver face à deux minorités à qui on a accordé des droits qui seront en contradiction, c'est-à-dire comme ces gars qui sont bâtis comme des hommes mais qui participent aux compétitions de femmes. Que font les féministes? Elles ne peuvent pas s'opposer parce que sinon elles sont transphobes. Et donc, qui s'opposent. On est dans une contradiction. On va créer un nombre de frictions entre des exigences concernant des minorités de plus en plus minuscules qui vont prendre en otage le collectif en général. Mais n'est-ce pas le but? C'est le but, c'est le but. Pourquoi? Parce qu'on veut créer le chaos. On veut discréditer les États-nations, discréditer la politique pour ensuite arriver à une sorte de gouvernance technocratique mondiale, ce que décrit Klaus Schwab dans son bouquin. Animalia, c'est la tentative d'établir ça, mais dans la jungle. Le problème, c'est que le siècle des Lumières, s'il a une chose de positive qu'il a amené, il n'a pas qu'amené du négatif. Il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter. Mais il y a une chose qui était positive, c'est de décréter qu'à partir d'un certain moment, tout le monde serait citoyen. Donc, on va faire abstraction des clans, des classes sociales, etc. Tous les citoyens ont les mêmes droits, mais pour ça, il fallait une loi basée sur une constitution, avec une loi générale, où tous les citoyens sont traités à égalité. Mais dès le moment où vous commencez à faire des lois d'exception pour tel petit groupe, pour tel petit groupe, pour telle velléité, pour ceci, pour ce... Vous atomisez votre système légal. Et on a un système légal où il y a de plus en plus de lois subjectives qui font que ce n'est pas ce qui est écrit sur le papier qui va faire foi au moment où il y a le litige, mais c'est celui qui interprète l'article, puisque l'article est très flou, par sa subjectivité, il va lui faire dire ce qu'il veut lui. Et vous avez à un certain moment l'état de droit qui n'est plus garant de la démocratie, mais qui va être utilisé comme instrument contre la démocratie. C'est ce qu'on vit actuellement. Et c'est dramatique. Vous utilisez la loi, les types ils disent mais c'est la loi. Non, mais c'est ton interprétation de la loi, mais moi je suis le juge, c'est moi qui décide. Et on voit alors ces gens, genre vous prenez aux États-Unis, le traitement qui est fait de toute l'affaire concernant le fils Biden, Hunter Biden, et le traitement qui est réservé à Donald Trump. Je ne juge pas les deux personnes, je dis juste, vous comparez les deux traitements, vous aurez bien compris que la justice n'est plus qu'un instrument aux mains du pouvoir et que les articles de loi sont interprétés au bon vouloir du juge de manière totalement subjective et on n'est plus du tout dans une justice qui est garant d'un système légal bien défini, bien charpenté, basé sur une constitution avec une loi qui est la même pour tous, quelle que soit ses préférences, ses soi-disant sa victimisation, etc., etc. Mais de nos jours, étant donné que la gauchisation, donc selon le principe de Gramsci, est entrée, ils ont réussi à pénétrer surtout les groupes du centre, les partis politiques plutôt centristes, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont complètement de gauche. En fait, toutes les idées qu'ils défendent sont les idées de la gauche ou de l'écologie, des Verts. Est-ce que la démocratie, c'est pas une idée de gauche? Non, moi je crois pas nécessairement, non. La révolution, enfin,
On l'a mais comme je vous évoqué, disais au départ, la démocratie, c'est juste comment c'est appliqué. C'est juste, est-ce que vous privilégiez la liberté qui ensuite, parce que une certaine solidarité, à mon avis, est nécessaire si vous voulez que la démocratie fonctionne, cette liberté, on va un peu, disons, la restreindre pour garantir une certaine égalité, en tout cas devant le droit. Ça, je trouve que c'est sain. Mais dès le moment où vous avez un égalitarisme qui devient le principe dominant et que la liberté des individus, on s'assied dessus, comme ça s'est passé durant le RUM 21, ah bah là c'est fini, la démocratie n'est plus, là c'est plus de la démocratie. Bon, plusieurs points là, vous évoquiez déjà dans cet ouvrage Orwell, pour l'inversion des mots. Donc, moi j'ai de plus en plus tendance à penser, peut-être à tort, mais en tout cas ce que l'on appelle la résistance, c'est plutôt la collaboration, et ce qu'on appelle la collaboration, c'est plutôt la résistance. Il y a une inversion par rapport à cela. Ouais. Ensuite, vous parliez des lumières. Pour moi, c'est exactement le contraire. Pour moi, c'est plutôt l'obscurité. Pour moi, on arrive vraiment dans une nouvelle ère. Et puis là, ce que l'on appelle démocratie, malheureusement, pour moi, ça n'a jamais existé. Puisque vous en avez aussi, dans votre carrière, vous êtes attaqué aux loges, qui sont aussi à l'origine de la Révolution française. Je m'attaquais au côté... non, mais par rapport à la transparence. Ouais, mais voilà. par rapport à si on regarde la démocratie de nos jours, peut-elle être réellement appliquée? Même Rousseau disait que ça devait être dans un certain... C'est des petits nombres d'individus. 8 millions, c'est peut-être déjà excessif d'appliquer une démocratie dans de telles proportions. Et surtout, lorsque l'on naturalise ou assimile de plus en plus facilement. C'est-à-dire que ce que l'on conçoit comme bien commun, entre guillemets, ce que chaque Suisse devrait considérer comme bien commun, est de plus en plus imperceptible. Les gens ne le voient plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je trouve que la démocratie, sans les vertus chrétiennes, déjà, est très difficilement applicable. Et au plus, au vu du terreau actuel, ça va être de plus en plus compliqué d'appliquer la démocratie. Ce qui pose un problème, c'est le personnel politique. Donc on a de moins en moins des gens qui veulent réussir dans la vie. À un certain moment, ils ont arrêté de faire de la politique. Ils sont allés dans le privé. Parce que le privé leur offrait des perspectives beaucoup plus alléchantes, avec beaucoup moins de stress, beaucoup moins de... évidemment, de souffrance, et il vous reste plus que la Ligue B qui fait de la politique. Non mais c'est vrai, je suis désolé. Mais regardez-les, regardez Baerbock non mais vous avez un ministre... Non. Vous parlez de Je la vous donne Suisse un exemple. aussi. Vous parlez de la Suisse. Non mais bon, là je prends cet exemple parce que c'est vraiment le sommet. Vous avez un ministre de l'économie allemand qui dit « Notre politique économique est un succès parce que depuis qu'on est au pouvoir, depuis 2 ans, on a baissé le CO2 de 30%. » Bah oui, il y a 30% des usines qui sont foutues le camp à l'étranger, alors évidemment qu'ils polluent ailleurs. Alors non seulement il détruit sa propre économie, d'accord, en se gaussant du fait qu'il pollue 30% moins, mais il ment parce que ces gens-là vont aller dans d'autres pays qui ont moins de réglementations sévères que l'Allemagne, ils vont polluer plus ailleurs. Donc il a augmenté la pollution, il a déplacé des usines qui ne participeront plus à la création de richesses en Allemagne, et dans l'équilibre, il n'a rien résolu. Donc c'est une politique de... Non mais il faut être profondément idiot pour croire à ce qu'on dit, de dire j'ai un grand succès, j'ai baissé le CO2 de 30%. Tu n'as rien baissé, ils ont pollué ailleurs, mais tu as détruit ton économie. C'est tout le résultat que tu as obtenu. Et tu viens nous vendre ça comme étant un succès. Ah bah bravo alors. Alors voilà où on en est. Ça, c'est le niveau moyen. Bruno Le Maire, la même chose. On peut les prendre. Annalena Baerbock. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. On a un personnel politique qui est à un niveau où, honnêtement, vaut mieux tirer les types dans la rue au sort. Vous arrivez, je pense, à avoir une meilleure composition et des gens qui sont peut-être plus conscients du problème réel des gens, de leurs concitoyens, et qui peut-être trouveront des solutions pratiques aux problèmes réels des gens. Alors, 2 questions. Bon. La première, n'y a-t-il pas justement une volonté d'avoir des incompétents? Parce que c'est peut-être aussi notre désaccord, parce que moi je suis beaucoup sur l'intentionnalité, les permanences, cette fameuse dialectique hegelienne. Donc s'il y a des incompétents, vous tirez les ficelles. Laisse le fruit du hasard ou une intentionnalité, parce que vous citiez précédemment le secteur privé. En général, le secteur privé, si vous êtes mauvais, vous faites rapidement virer. D'accord. Ensuite, est-ce que vous croyez au réchauffement climatique? Parce que là-dedans, Animalia... Bon, mais alors, attendez, je veux juste revenir... D'abord, vous traitez ça. Donc, mais bien sûr que ça fait partie du plan. Donc, il vous faut un incompétent. Et si, en plus, il a des casseroles,
Mais c'est Hollywood. Le type, il est garanti d'être élu. Si vous voulez être élu de nos jours, il faut que vous soyez incompétent, que vous ayez des casseroles. Mais vous avez tout le monde qui vous soutiendra. Pourquoi? Parce que on fait de vous ce qu'on veut. Vous allez être malléable, parce que vous savez que vous êtes incompétent. Donc, vous n'allez pas trop vous bouger, parce que ça risque de se sentir que vous êtes incompétent, donc vous allez plutôt être discret. Et puis en plus, vous avez des casseroles. Donc, vous allez faire ce qu'on vous dit de faire. Voilà comment ça fonctionne. Et on a un personnel politique. Prenez Van der Leyen. Van der Leyen, c'est exactement ça. C'est l'incompétence. Et elle l'a prouvé quand elle était ministre en Allemagne, c'est une incompétente. Mais Lagarde, c'est celle de la banque. Non, mais elle a coulé je ne sais plus combien de dizaines de milliards quand elle était, je crois, au niveau de la Banque mondiale. Et puis on la nomme ensuite président de la Banque centrale européenne. Non, mais c'est pas possible. Vous vous dites, donc c'est vraiment l'incompétence et les casseroles qui font le bon politicien de nos jours. Alors bon, à partir de là, il ne faut plus s'étonner, le poisson commence à pourrir par la tête, alors la tête là, elle pourrit très vite, hein, ça c'est sûr. Alors, on va aborder peut-être plusieurs points dans sa globalité, parce que le temps file. Alors, je vais vous citer encore, oui, parce que vous faites une critique du métissage. Ça, c'est évidemment délicieux à lire. Pourquoi la gazelle ne batifolerait-elle pas avec le lion, l'hippopotame avec le orang-outan, le crocodile avec le flamand et l'éléphant avec la souris? Tout doit être mis à plat, redéfini de manière indéfinie. Il faut chambouler l'ordre de la chose. Désormais, la femelle fera le mâle, et le mâle fera soit le missionnaire à deux dos, soit la bête à deux queues. Des perspectives inouïes s'ouvrent au monde animal, femelle. On entre dans une nouvelle ère, un nouvel univers, une dimension insoupçonnée et insoupçonnable, où tout reste à inventer par l'esprit animalier libéré de ses chaînes biologiques. Donc là, on comprend bien évidemment la critique du métissage, de la destruction des identités, puisqu'évidemment c'est ça, hein, où Zygmunt Bauman parle de la vie liquide, hein, tout est liquide, il n'y a plus de frontières, donc il y a vraiment cette image, soit au niveau des nations, au niveau des sexes, enfin partout. Alors peut-être ce premier point, puis là vous évoquiez aussi à l'instant le CO2, le réchauffement climatique dit anthropique, est aussi ce qui anime le VEF et Davos. Bon, la première question, c'est par rapport à ça. C'est principalement la sexualité que je mets en scène et le transhumanisme, le transanimalisme dans ce cas-là. Et la destruction de la sexualité qui donne la vie aussi. Hein, la sexualité seulement pour le sexe et pas du tout pour donner la vie. Ah non, mais ça devient plus qu'un... Il y a d'autres scènes. Il y a la scène de la partouze dans la jungle, et puis il y a la scène avec ce vautour ecclésiastique qui essaye d'expliquer, en utilisant tous les termes du Kama Sutra, en fait, dans son discours, il essaye d'expliquer à ses ouailles que c'est peut-être pas la bonne solution, et tout le monde est étonné de son savoir concernant les multiples positions possibles. Mais enfin, bref. Donc, en débridant la sexualité, vous ne créez pas des êtres humains libres. Regardez bien, la sexualité a été libérée. Prenez Internet, vous accédez à la pornographie, mais c'est massif, c'est absolument massif. Est-ce que pour autant, la problématique de la sexualité a été résolue? Je dirais qu'on a enlevé énormément à des aspects entre... Moi, je suis encore de la vieille génération, nous, c'était entre hommes et femmes. Entre hommes et femmes, on avait des aspects où vous avez le flirt, vous avez l'érotisme, vous avez faire la cour. Et je veux dire, il y a une approche où vous humanisez cet acte procréateur au lieu de l'animaliser. On est parti maintenant dans l'autre sens. Alors, je ne veux pas dire, c'est vrai que l'acte procréateur en soi, bon, c'est vrai que les animaux, avec un peu plus d'imagination, donc les êtres humains avec un peu plus d'imagination le font comme les animaux, si on prend juste l'acte. Mais ce qui rend justement la chose humaine, parce que c'est qu'elle est insérée, où on a dompté la sexualité, c'est qu'on lui a donné un cadre. Et ce cadre, c'est l'amour et la vie en couple basée sur le principe d'amour, et pas les mariages arrangés du baroque, par exemple, où en fait on se mariait pour maintenir la fortune, et puis chacun avait son amante ou son amante de son côté. Est-ce qu'il y avait que du mauvais là-dedans? Là, ça nous pousse un peu loin de maintenant faire une analyse de Claude Herlot de Laclos. Ok, mais je dis quand même, à un certain moment, on a créé le mariage pour essayer de dire, bon, on ne veut pas... La sexualité, c'est le principe de vie, ça crée la vie. Alors maintenant, bon, on va aller un pas plus loin, c'est qu'on va essayer de faire les gamins plus que dans les
dans les éprouvettes. Donc ça nous pend au nez. D'ici 50, 100 ans, je crois que les gens ne coucheront peut-être même plus ensemble et qu'on ne fera plus que dans l'éprouvette. Et puis les gens, vu qu'ils auront quand même des pulsions, eh ben, ils se libéreront de leurs pulsions grâce à Internet, à des jeux 3 dimensions et tout le bordel. Excusez-moi, cher Oscar, je fais juste une petite parenthèse, je me permets. J'ajoute de l'eau à votre moulin. Ça existe déjà, je ne sais pas si vous l'avez vu. Là, voilà. Maintenant, des collègues de travail ont des enfants ensemble, en fait, parce qu'en fait, l'horloge biologique, malheureusement, avance. Et donc, ils se disent, bon, on a un enfant ensemble, mais on ne s'aime pas, on n'est pas mariés, rien. Juste histoire d'avoir un enfant. La déshumanisation complète, annoncée par C.S. Lewis dans The Abolition of Man, où en fait, l'être humain, à force de vouloir contrôler les cycles naturels, les contrôler, les gérer à sa manière, finit par être l'esclave même de ce qu'il veut contrôler. Il est possédé parce que ce qu'il croit posséder. Et puis en plus, cette déshumanisation, ce monde est relatif. Rien n'est parfait, si ce n'est le jeu des imperfections entre elles. C'est-à-dire, ce système, cette biosphère, le fait qu'apparaisse l'être humain, une conscience, le fait que tout à coup cet être humain bâtit une civilisation, qu'on puisse avoir les symphonies de Beethoven, on puisse avoir les poèmes de Rilke, etc. On a du Proust, on a tout ce que l'être humain a produit de plus beau qui est issu de ça. Donc c'est extraordinaire ça. Mais tout ça est bâti sur des êtres humains faillibles, faibles dans leur chair, forts dans leur volonté s'ils arrivent à vaincre leur faiblesse. Et donc la faiblesse, c'est juste qu'on n'arrive pas à gérer sa souffrance, à gérer... Et puis alors il y a le nombre de suicides comme actuellement qui augmente à mordicus. Mais donc c'est ce système. Et ensuite vous avez des ingénieurs du nouvel ordre mondial, de l'homme nouveau qui vont venir, Klaus Schwab, qu'on sort, etc. Et le philosophe Heidegger le décrit déjà, il parle du Gestell, une sorte d'ingénierie sociale parfaite. Vous allez greffer sur un monde qui par définition est relatif dans sa matérialité. C'est relatif, il y a le temps et l'espace, c'est donc relatif. Et ils vont essayer de greffer là-dessus un système qu'ils considèrent comme absolu. Non mais vous allez automatiquement déshumaniser le vivre ensemble, parce que les gens ne seront plus que des numéros dans une ingénierie où vous allez placer les gens, et ça fonctionne comme une fourmilière. Mais nous ne sommes pas des fourmis. L'être humain, nous ne sommes pas des fourmis. Parce qu'une fourmi disparaît, une autre la remplace. Ça se passe sans la moindre problématique, la moindre souffrance même. Parce que c'est comme ça, c'est la règle de la fourmilière. Parce que la fourmilière est tout, la fourmi individuelle n'est rien. C'est pour ça qu'on parlait des fourmis rouges concernant les communistes en Chine. Et c'était ce principe. Bon. Mais nous ne sommes pas des fourmis, nous sommes des êtres humains. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est irremplaçable. Chaque être humain qui est tué en Ukraine est une perte irremplaçable pour l'humanité. Parce qu'un être humain a disparu, qui a son imaginaire, son microcosme, imaginez, moi je vois avec mes petits-enfants maintenant, tout ce qu'il faut pour qu'un être humain arrive à maturité pour gérer sa vie de manière autonome. C'est toutes ces années, tout l'amour qu'il faut, tout le soutien qu'il faut, tout ce qu'une mère investit en sentiments, en amour, en sacrifice de soi, pour amener cet être humain, puis là, il y a une balle de fusil qui arrive et qui efface ça d'un seul coup. Voyez-vous, il y a déjà assez de morts dans ce monde, avec la maladie et tout le reste, on meurt déjà, ça c'est sûr, mais pourquoi accélérer encore le processus à ce point? On est vraiment complètement con. Là, c'est vraiment... Moi, ça me fait mal, ça me fait profondément mal, ça. Et c'est là où je dis, nous sommes une civilisation de la mort. Quand je vois les Verts allemands, moi je me souviens des Verts des années 60-80, là, quand j'étais jeune adolescent, dans les années 70, il y avait les écolos. Ils fumaient des kékés où il y avait 2% de THC, donc ils ne risquaient pas de se shooter grave. Ils fumaient un peu des kékés, ils avaient des fleurs dans les cheveux, ils disaient paix au Vietnam, il est interdit d'interdire. Et vous prenez maintenant Annalena Baerbock. Oui, mais ça, c'était les prémices. Oui, mais je veux dire, qui vont envoyer des tanks dans les plaines d'Ukraine. Non, mais t'as pas retenu la leçon de 1943 ou bien c'est bon? Vous l'avez déjà fait, ça. Vous vous êtes ramassé horriblement, vous recommencez. Mais quoi? Et puis alors, non, mais alors, on va livrer des armes pour la paix. Ah, ça, c'est fabuleux, alors.
Ah oui, non. Moi, je n'arrive pas à concevoir le truc. Donc, plus tu livres des armes pour qu'il y ait plus de paix. Ouais, alors ça, c'est sûr que c'est le meilleur moyen pour ne pas y arriver. Alors peut-être dernière question, dernier point avant que nous passions peut-être à la conclusion. Alors là, on est dans le monde des animaux. Oui. Mais Luc Rocordon, donc vert, pour faire comme ça le magnifique lien, a fait une motion au Parlement suisse concernant ces fameuses traînées dans le ciel. Alors pourquoi j'évoque cela? Parce que il y a comme si nous étions des animaux que nous traitions, hein, avec en tout cas ce qui est supposé, hein, on ne sait pas. Donc on nous traite à travers l'eau. Hein, dans l'eau, on sait qu'il y a des facteurs endocriniens, il y a différentes choses. Les médicaments, on l'a vu avec le rhume 21. Avec la propagande, c'est aussi une manière de formater, de traiter le bétail. Nous sommes comme du bétail. Alors, j'espère ne pas avoir trop répondu à la question, mais n'y a-t-il pas aussi une volonté de démontrer que dans ce monde animal, il y a des animaux, finalement, c'est nous, le bétail. C'est-à-dire que ce qui est appliqué aux animaux de manière assez grotesque, aussi des fois humoristique, enfin, il y a différents styles, n'est-ce pas aussi une manière de nous dire, mais en fait, le bétail, c'est vous? Bon, c'est le principe de la fable, vous créez une mise en abîme. C'est-à-dire, vu que c'est des animaux qui jouent le jeu, on en rit plus facilement. Mais ça nous crée une distance de notre regard qui ensuite, par ricochet, nous oblige de nous remettre en question nous-mêmes. Ça, c'est un peu le principe de la mise en abîme. Là, il y a le rire, les animaux et le travail sur les phrases, sur le verbe, sur les néologismes, les jeux de mots, les assonances, les allitérations. Il y a un énorme travail, les citations de la littérature qui glissent constamment. C'est une jungle très, très littéraire. Donc tout ça me permet de faire en sorte à ce que le lecteur ne peut pas simplement se laisser happer par une action, un suspense. Il est constamment arraché à l'illusion référentielle pour être forcé de se dire « mais putain, ah ouais, c'est vraiment ça, quoi ». Je veux dire, j'ai lu une fois ce texte à des banquiers, puis ils sont tous marrés le texte du petit écureuil fouisseur qui va aller chercher ses cacahuètes, puis le banquier, le lépi-lémur à patte blanche, qui lui dit « non mais attendez, nous on ne fait plus que dans la cacahuète virtuelle ». Et donc j'ai lu cette scène. Et le banquier, tous y riaient, hein. Et puis il y en a un qui me regarde à la fin, il dit « mais en fait on ne devrait pas rire ». Je dis « pourquoi ?» Mais parce que c'est exactement ça. Je dis « tu vois, la mise en abîme a fonctionné ». Et c'est parce que j'ai utilisé des animaux et un écureuil, et puis je réduis le principe à sa pure expression. Ces gars, ils se disent « ah ouais, mais en fait, ce que je fais est risible. En fait, je suis en train de rouler dans la farine mes concitoyens. Je fais rien d'autre. » Donc en leur vendant de la cacahuète virtuelle. Et ça permet, c'est le principe de Brecht, parce que c'est Bertolt Brecht qui, dans le théâtre, avait introduit la mise en abîme. Et donc ici, il y a de ça. Maintenant, les animaux, évidemment, regardez bien, plus une société, retenez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est l'homme qui a été président de la sous-commission devant formuler une loi sur les chiens au Parlement. C'est moi. J'ai été président de cette sous-commission. Quand il y a eu le drame du petit Suleiman qui a été déchiqueté par une bande des pitbulls, hein, il y avait une dizaine de 7-8 pitbulls qui l'ont déchiqueté. Il fallait absolument ensuite une loi pour les chiens. J'étais président de la sous-commission. Alors je vais vous dire, j'ai vécu des sujets très sensibles au Parlement. On a parlé de l'avortement, par exemple. C'est sensible. On a parlé de la souveraineté du pays, on a parlé des minarets. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai vu une telle déferlante de haine, de vocifération, de menaces, que lorsqu'il était question des petits toutous. Pourquoi? Parce qu'il y a 500 000 propriétaires de chiens en Suisse. Je vous jure que là, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher aux petits chiens. Et je me suis aperçu que donc, une société, plus elle humanise l'animal, plus elle s'animalise elle-même. Le mécanisme est absolument clair. Parce que si je ne fais pas souffrir une bête, ce n'est pas par amour pour la bête en premier lieu. C'est aussi un argument. Mais ce n'est pas l'argument majeur. L'argument majeur, c'est ce qui se joue, c'est mon âme à moi, que je ne veux pas salir en commettant un acte sur un être qui est à ma merci. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, c'est parce qu'un homme, ça s'empêche, comme dit par exemple Camus, fait dire ça à son père dans le premier homme. Donc un homme, ça s'empêche. Et si je veux rester humain, si je veux préserver mon humanité, je ne vais pas
écraser le chat sur la route, je ne vais pas frapper à mort les chiots, je ne vais pas faire ce genre de choses. Tout simplement parce que c'est en dessous de ma dignité. C'est ma dignité qui est en jeu, d'être humain. Mais dès le moment où j'humanise l'animal, ah ben moi je m'animalise, on a une sorte de rapprochement. Et c'est ce qu'il y a comme problème actuel, c'est qu'on a créé Gaïa. Gaïa, la planète, donc c'est devenu une sorte de divinité. Gaïa doit être préservée, même au prix d'une diminution drastique à quelques centaines de millions des êtres humains sur cette Terre. C'est le plan, c'est écrit noir sur blanc. Ah ouais, vous faites comment ? Ben, il y a le moyen brutal, des guerres, les pandémies, on l'élimine par là. On trouve des moyens. Le poison ou autre, vous choisissez strychnine, tout ce que vous voulez, c'est pas un problème, ou le rhume 21, vous faites ce que... Il y a 36 000 moyens. Ça, c'est la manière brutale. Étant donné que quand même, ça semble un peu trop expéditif, alors on va le faire par la stérilisation. Et tiens donc, on s'aperçoit qu'il y a eu un effet du rhume 21 sur la fécondité. C'est très très clairement perceptible, pas seulement le rhume 21, mais d'autres éléments dans la nutrition, etc., qui provoquent que la fertilité est en train de chuter massivement. Et on va obtenir ce résultat. Et tout ça parce qu'on a divinisé Gaïa. Et c'est exactement le problème en général. On a tué Dieu. L'idée d'un absolu vers lequel on tend. Je ne lui donne même pas d'autre étiquette, parce que c'est un grand mystère. Mais enfin, un absolu vers lequel je vais. Duquel je suis issu et vers lequel je tends. D'accord. On a enlevé ça. Alors vers quoi je vais maintenant ? Je ne sais plus tellement. Hein. Et ça, Nietzsche le dit très bien dans le Gai Savoir. Eh bien, il faut que je remplace la perte. Ah, il n'y a plus Dieu, alors je fais quoi ? Il faut que l'homme devienne Dieu lui-même. Pour moi, c'est un Dieu sacrément mal foutu. Parce que, qu'on le veuille ou non, Klaus Schwab, il vient vieux, Biden, il vient gâteux, hein, ils finissent dans les homes, en démence, on fait des pontages, on a des opérations, hein, ça se déglingue. Hein. On a justement, ce cycle naturel nous rattrape. Donc, moi, je crois que le but de l'être humain, et la fin du roman va dans cette direction, c'est l'individu qui doit d'abord se faire une introspection. On ne peut pas sauver la planète par des masses qui commencent à faire les fous. Hein. On a vu les révolutions, ça a toujours été des bains de sang. C'est plutôt une évolution, mais de l'être humain qui fait une introspection. Et ensuite, une fois qu'il a fait ce travail pour lui-même, il va essayer d'irradier, ne serait-ce que le petit milieu autour de lui, de cette essence de son être qui l'a permis, de l'ange intérieur qui a déployé ses ailes, comme le dit Rilke dans ses poèmes. Et donc, il va agir uniquement par l'exemple, par ce qu'il est. Il ne va plus faire des grands manifestes politiques à la Trotsky, à la je ne sais quoi, à la Mein Kampf, des conneries pareilles. C'est plus ça du tout. C'est qu'il va agir en laissant s'exprimer un moyen de communication qui est uniquement dans le ressenti de son être. Et ça pacifie. Ça le pacifie lui et il va pacifier automatiquement autour de lui-même. Maintenant, si vous imaginez des milliards d'êtres humains qui choisissent cette voie, ça améliore vraiment vachement les choses. Parce qu'à un certain moment, chacun restant finalement une individualité indépendante, avec une volonté propre, toutes ces énergies, ensemble, formeront quand même une puissance de changement qui est de manière de type métaphysique, spirituel, etc. Quelque chose dans ce genre. Pour rebondir sur votre point, tout d'abord, il y en a fait un paradoxe, puisque de nos jours, on veut autoriser l'avortement jusqu'à 9 mois pour troubles psychosociaux, alors qu'en effet, on s'émeut, je pense à juste titre, hein, mais de la maltraitance des animaux, ça c'est en effet un des paradoxes. Vous évoquiez ce fameux vase communicant. Moi, j'ai un autre vase communicant à vous proposer, celui de Donoso Cortés. Plus une société se déchristianise, et plus elle se totalitarise. Donc, plus elle va vers ce que l'on voit. Moi, montre que le lien, je le fais. Alors, ce serait peut-être la conclusion. Vous avez déjà répondu un peu à la question « que faire ?» Donc là aussi. Mais est-ce que le christianisme peut jouer un rôle pour vous ou non? Ou plutôt c'est autre chose? Oui, alors le christianisme, le problème qu'il a actuellement, c'est qu'il est discrédité par, de nouveau, le même mécanisme que ce que j'ai dit pour la politique. Vous l'avez aussi à l'intérieur de l'Église en tant qu'organisation, je dirais même séculaire.
en tant que bah oui, d'organisation avec un pouvoir d'argent, d'influence, avec ses prélats, avec son réseau, etc. On l'a discrédité à travers les prêtres pédophiles. Mais je veux dire qu'ils ont aidé, hein, ils ont bien aidé, c'est sûr. Mais on a vraiment bien fait ressortir ça pour discréditer l'organisation. Et ça, évidemment, ça incite les gens à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que moi, plus j'avance, plus je suis croyant et plus je suis anticlérical. Alors, ça ne veut pas dire que ça touche les simples curés de campagne, les gens qui font très très bien leur travail. Attends, il ne faut pas jeter tout le monde dans le même panier. Mais bon, il y a quand même là-dedans, il y a un repère par exemple, on ne relève jamais le fait que lorsqu'il y a abus sur des enfants dans le cadre de l'Église, c'est généralement des petits garçons, dans une grande majorité. Ce n'est pas les petites filles. Mais on ne dit jamais qu'il y a un problème d'homosexualité en jeu, jamais. Parce que ça, c'est un tabou, on ne peut pas toucher. Donc on dira c'est de la pédophilie, c'est le curé parce qu'il est curé. Non, mais il est homosexuel aussi. Juste, mais ça, non, ça n'existe pas, parce qu'on ne peut pas, voilà. Et les réseaux pédophiles, on ne les thématise jamais, parce qu'il y a des réseaux pédophiles. Puis ensuite, il y a la pédophilie qui se pratique dans les familles. Là, c'est vrai qu'ils ont raison de relever ça. Moi, j'étais membre des 2 marches blanches contre la pédophilie. Il est vrai que la plupart des cas de pédophilie se passent dans le cercle de la famille plus ou moins élargie. Et là, c'est extrêmement difficile d'intervenir. C'est très, très difficile, je reconnais. Bon, on ne dit jamais que l'Église a été infiltrée depuis Vatican II. Ça aussi, c'est quelque chose qui est totalement occulté volontairement pour généraliser, comme s'il y avait une permanence depuis l'Église de Saint-Pierre jusqu'à maintenant. Non, mais quand vous prenez l'histoire des papes, moi j'ai lu un bouquin, là, c'est l'histoire des papes depuis Saint-Pierre à nos jours. Vous prenez la brochette exceptionnelle de criminels, de pervers qui se sont suivis. Non mais il faut juste lire ça. Alors il y en a de temps en temps qui fait tâche. Mais généralement en plus il ne survivait pas longtemps. Mais alors par contre, il y a une... Non mais on se dit c'est pas possible. Je veux dire, quand même. Moi je reste admiratif de 2 textes majeurs. Pour moi, si je dois retenir de la religion chrétienne, ne serait-ce que 2 choses, c'est le Sermon sur la montagne, cette ode à l'amour, qui pour moi, tout a été dit sur l'amour à partir de ça. Et puis, pour le côté plutôt spirituel, le prologue de l'Évangile selon saint Jean. D'abord fut le Verbe se fit chair, etc. Ça, c'est des textes, pour moi, en tant que littéraire, en dehors même de l'aspect purement dogmatique ou de la croyance ou de la foi, rien que déjà au niveau littéraire, mais aussi au niveau des idées. C'est dans les textes majeurs que l'humanité a produit sur cette terre. Et donc, allez jeter ça... Pardon ? Que le bon Dieu a produit. Bon, que le bon Dieu a produit, je veux dire. Oui, parce qu'il agit à travers l'homme, soyons clairs. Nous sommes l'instrument... si Dieu existe, nous en sommes les instruments. Il ne va pas venir là avec un éclair qui va m'arriver sur la tête parce que j'ai dit du mal des curés. C'est bon, j'ai fini. J'ai assez rapidement dans ma vie, j'ai cessé de croire à ce genre de bêtises. Mais il y a là une richesse qui a été génératrice d'une civilisation. Le droit romain, à partir de la christianisation de l'Empire romain, influence tout l'Occident chrétien. Tout notre système légal actuel est bâti sur le droit romain. Donc on ne peut pas se couper de notre passé, de se couper de ce qui sont les racines même de ce que nous sommes devenus. Nous sommes juchés sur les épaules d'un géant, et qu'on le veuille ou non, ce géant, pendant des siècles, il a été chrétien. Et se couper de cela, c'est vraiment tomber de très haut. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et l'Église, elle, je dirais, elle a mal vieilli, d'une certaine manière. Parce qu'elle a essayé de remplacer le sang du Christ par du thé froid. Mais ça ne marche pas, je veux dire. Alors oui, il y a plus de gens qui vont venir du thé froid que... Alors le sang du Christ, ça ne leur donne pas trop envie. Mais vous avez tué l'essence même de ce qu'est la doctrine chrétienne. Parce qu'il y a eu là un homme qui nous a donné un exemple de détachement par rapport aux richesses de ce monde, quand il est avec le diable sur la montagne, qui ensuite s'est sacrifié même par amour, qui a montré qu'il ne faut pas condamner la femme adultère,
celui qui est sans faute jette la première pierre. Je veux dire, c'est à l'an 0 de notre ère. Il y a un gars qui arrive avec un message comme ça. Attendez, mais même si on ne croit pas en Dieu, on peut au moins trouver ça exceptionnel. On est en plein empire romain, il y a les barbares un peu partout. C'est vous voyez ce que c'était la société humaine à l'an 0. Il y avait eu une petite étincelle avec les Grecs avant, hein, l'étincelle du Logos qui apparaît en Grèce, qui est aussi déjà, je veux dire, quelque chose d'assez admirable, mais quand même. Et tout à coup, vous avez ce gars qui arrive et qui en plus le vit. Qui le vit. Donc il ne fait pas que le prêcher, il le fait. Alors moi, voyez-vous... rien que pour ça, je suis plein d'admiration. Après, maintenant, il y a des gens qui diront « Oui, mais est-ce que c'est le Fils de Dieu ?» Bon, on peut toujours discuter du sexe des anges, mais c'est quand même un miracle. C'est un miracle, c'est exceptionnel. C'est pas arrivé souvent dans l'histoire humaine, ce genre de phénomène. Hein, donc, on pourrait quand même juste relever la chose. Cher Oscar Fosguer, mille merci pour votre temps, votre confiance. Je rappelle votre ouvrage « Animalia », que vous pourrez retrouver dans la description pour vous le procurer, se le commander. Si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à l'aimer et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Je vous dis à très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt. Chers amis, comme vous le savez, j'ai ouvert mon espace Patreon et l'espace Rejoindre sur YouTube. Donc vous y découvrirez de nombreuses entrevues, notamment avec l'Abbé Rioux, Pierre Hillard, Monsieur K, Lounès Darbois et d'autres. Donc participez, vous aussi, au renouveau de la civilisation catholique, au combat contre-révolutionnaire et soutenez la vraie dissidence. Mille merci de vos soutiens et à très vite.